Bonjour. Bonjour à tous. On va attendre peut-être quelques secondes que d'autres personnes se connectent. Bonjour, bienvenue à ce premier webinaire de ZIPACA Corse. Alors, quelques mots avant de commencer. Donc, bienvenue à tous. Je me présente, je suis Elisabeth Dejean, donc responsable administrative chez ZIPACA Corse. Pour vous présenter un peu l'origine de ce webinaire. Donc, nous avons décidé en début d'année avec Madame Fekir, Linda Fekir, d'organiser une réunion ou un webinaire pour expliquer aux gestionnaires formation de Enedis le remplissage des contrats des CERFA, des contrats de professionnalisation et des contrats d'apprentissage. Ce webinaire, nous espérons qu'il vous apportera de nombreuses réponses à toutes vos questions. Alors, c'est le premier webinaire que ZIPACA Corse organise, donc on vous demande d'être indulgent avec nous. On espère que tout se passera bien. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, ce webinaire sera également disponible en replay. Le programme alors de ce webinaire de 30 minutes, nous allons aborder la comparaison entre les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage, le remplissage des cases, les cases les plus importantes, les nouveautés sur les nouveaux CERFA donc, qui sont sortis, les documents obligatoires également. On essaiera d'aborder les principaux documents que vous devez absolument conserver dans vos dossiers chez Enedis en cas de contrôle, surtout dans des cas particuliers de personnes, par exemple, demandeurs d'emploi ou de plus de 26 ans. Et ensuite, un petit moment pour des questions-réponses. Alors, je présente rapidement mes collaboratrices qui se représenteront ensuite toutes seules, qui vont intervenir dans ce webinaire. Jamila Abbas, donc gestionnaire formation, qui est aussi référente pour le dispositif apprentissage pour ZIPACA Corse, et Marion Gongora, qui est conseillère formation et référente alternance pour ZIPACA Corse. Voilà, je vous souhaite à tous un bon webinaire et à bientôt dans le replay. Bonjour à tous, donc Marion Gongora. Je me présente donc conseillère et référente alternance sur l'antenne PACA Corse. Nous allons commencer, comme l'a indiqué Elisabeth, par vous présenter dans un premier temps la différence entre les deux types de contrats d'alternance, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Alors, dans un premier temps, un petit rappel des missions de l'OPCO2I, bien sûr. Nous nous engageons dans le développement des compétences des salariés et des entreprises industrielles pour leur permettre de faire face à la transformation des métiers et aux nouveaux défis. Alors, on a mis entre parenthèses environnement, digitalisation. Nul doute que la crise sanitaire est arrivée aussi et que nous vous accompagnons depuis plus d'1 an sur ce sujet-là également, notamment
avec nos conseillers qui informent et accompagnent tous nos adhérents sur le terrain. L'OPCO2I, c'est aussi un financeur et nous sommes là aussi pour faire découvrir la diversité des métiers. Vous allez pouvoir le voir sur la slide suivante. Voilà, l'OPCO2I en chiffres, en quelques chiffres, donc c'est presque 70 000 entreprises et c'est 800 collaborateurs. Et bien sûr, le plus important, ce sont nos 32 branches professionnelles que vous pouvez voir comme moi, notamment des branches comme la branche énergie. Nous avons d'autres branches comme la métallurgie, qui est une part importante de l'activité de l'OPCO2I, mais ce qui fait notre force et on va dire notre diversité, ce sont également tous les autres secteurs industriels. Enfin, voilà la présentation sur les contrats d'alternance que vous attendez. Alors, hop, voilà. Sur cette partie-là, la priorité pour nous, c'est tout d'abord de vous faire un petit rappel sur le type de public et la nature des deux contrats. Donc, un contrat d'apprentissage, c'est un contrat qui a une vocation diplômante dans le cadre d'une formation initiale et un contrat de professionnalisation à vocation qualifiante dans le cadre de la formation continue. L'objectif pour l'un, c'est d'obtenir une finalité professionnelle enregistrée au RNCP. Et pour le contrat de professionnalisation, c'est bien sûr un titre enregistré au RNCP, mais ça peut être également un CQP, la branche énergie en a 3, ou une qualification reconnue dans la convention collective. La différence entre les deux types de publics, du côté du contrat d'apprentissage, ce sont des jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus. On peut porter ce critère d'âge à 30 ans si un précédent contrat a été rompu pour quelque raison que ce soit. Alors ça, c'est toujours pareil. Tout ce qui est annoncé aujourd'hui dans les diapositives que je vous présente et que vous présenteront ma collègue Jamila sont à titre général. On mettra l'accent sur des spécificités, mais pour des cas très particuliers sur lesquels vous allez vous interroger, n'hésitez pas à revenir vers vos conseillers OPCO2I. Alors, je reprends. Le public éligible, 16-29 ans, porté jusqu'à 30 ans, voire sans limite d'âge dans le cadre d'un travailleur handicapé ou dans le cadre de la création d'une reprise d'entreprise qui nécessiterait l'obtention d'un diplôme ou pour les statuts de sportifs de haut niveau ou en cas d'échec à l'examen. Et de l'autre côté, nous avons le contrat de professionnalisation qui est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans révolus et accessible aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. Enfin, aux bénéficiaires RSA, ASS, AAH ou contrat unique d'insertion. Attention, passé 25 ans, les demandeurs d'emploi ou tout autre type de personnes engagées dans un contrat de professionnalisation doit pouvoir justifier de ce statut par des pièces officielles, notamment l'inscription, je pense notamment à l'inscription à Pôle emploi. Donc, la nature du contrat, CDD, CDI dans les deux cas. La durée du contrat va de 6 mois à 3 ans et doit correspondre à la durée du cycle de formation pour le contrat d'apprentissage. D'accord ? Cette durée peut aller jusqu'à 4 ans pour des apprentis en situation de handicap. Et on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des conventions de réduction de durée et de diminuer la durée initiale d'un diplôme si le stagiaire a déjà des acquis ou dans le cadre d'un échec à l'examen et donc d'un redoublement. Voilà. Du côté du contrat de professionnalisation, nous sommes entre 6 et 12 mois. Cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois selon accord de branche, voire même allongée à 36 mois pour des publics dits prioritaires. Voilà. Et sur la durée de la formation, c'est 25% de la durée totale du contrat minimum sur un contrat d'apprentissage et entre 15 et 25% de la durée totale du contrat de professionnalisation. Cette durée de 25% maximum sur le contrat de professionnalisation peut être prolongée selon les accords de branche. Voilà, nous avons poursuivi notre petite présentation sur une comparaison entre le maître d'apprentissage pour le contrat d'apprentissage et le tuteur sur le contrat de professionnalisation.
Alors, pour le maître d'apprentissage, il doit être titulaire d'un diplôme, d'un titre professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, ou d'un niveau au moins équivalent. Il doit justifier au moins d'une année d'expérience, d'activité professionnelle en tout cas, en rapport avec ce que l'apprenti va suivre sur le terrain comme cours. Ou doit justifier de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. Du côté du contrat de professionnalisation, il doit justifier d'une expérience d'au moins 2 ans en rapport avec cette qualification préparée. Dans les 2 cas, ce sont 2 apprentis maximum plus un apprenti redoublant. Sur la période d'essai, nous sommes à 45 jours en entreprise sur le contrat d'apprentissage et la période d'essai d'un contrat de professionnalisation démarre au premier jour du contrat, que le jeune soit en entreprise ou en formation. Et bien sûr, cette durée varie en fonction de la durée du type de contrat. En fait, ça rejoint un petit peu un contrat de travail, c'est le code du travail finalement, et ça rejoint la règle dite générale sur le contrat de professionnalisation. Le démarrage du contrat, donc si on rentre un peu plus dans le détail sur le contrat d'apprentissage, vous verrez que la date de conclusion du contrat, c'est quoi? C'est la date à laquelle vous avez signé ce contrat. Et la date d'exécution, c'est le premier jour de réalisation de la prestation de travail, que ce soit ou en entreprise ou au CFA. Et enfin, cette formation peut commencer jusqu'à 3 mois ou après le début en entreprise. Le contrat peut se terminer à l'issue de la formation, pour être même plus précise, à l'issue du dernier jour de l'examen. Sur la partie contrat de professionnalisation, la date de conclusion est également la date de signature du contrat. Petite parenthèse, vous reverrez tous ces détails plus loin dans la présentation avec ma collègue Jamila Abbas, qui prendra le temps de vous expliquer ces parties-là sur les formulaires CERFA à remplir. Donc, la date d'exécution, pour revenir à ce que je disais sur le contrat de professionnalisation, c'est la date du premier jour de réalisation de la prestation, comme sur le contrat d'apprentissage. Et là, le contrat peut démarrer jusqu'à 2 mois avant le début de la formation et peut se terminer 1 à 2 mois après la fin de formation, donc de l'examen, comme tout à l'heure. Sur la partie renouvellement, on vous a fait un petit comparatif aussi. Donc, sur le contrat d'apprentissage, tout jeune peut souscrire à des contrats d'apprentissage successifs qui préparent à des diplômes ou des titres sanctionnant des qualifications différentes. Il n'y a pas de condition de délai entre 2 contrats d'apprentissage. Sur le contrat de professionnalisation, vous pouvez le renouveler en cas d'échec à l'examen, en cas de défaillance de l'organisme de formation, en cas de maternité, maladie ou accident de travail, ou pour l'obtention d'une qualification supérieure ou complémentaire à celle acquise lors du précédent contrat. Voilà, on vous a fait une petite présentation, je regrette qu'on ne la voit pas très bien. Ah, peut-être qu'on ne capte pas bien aussi, c'est peut-être pour ça. Sur cette présentation, cette partie-là, vous la reverrez tout à l'heure également sur le détail des formulaires CERFA à remplir. Voilà, ça y est, je vois mieux. Donc, sur cette partie rémunération, vous avez le contrat d'apprentissage d'un côté et le contrat de professionnalisation de l'autre. Et ça, c'est une présentation dans le cadre général, donc d'un jeune qui quitte sa formation initiale pour se lancer sur une alternance. Je vous laisse le soin de lire. Donc, si j'en rentre en première année d'apprentissage, que j'ai moins de 18 ans, je serai payé 27% du SMIC. Et de l'autre côté, en contrat de professionnalisation, si je prépare un diplôme inférieur au bac ou de niveau 4, j'ai moins de 21 ans, je serai payé 55% du SMIC. Donc ça, vous prendrez le temps de le lire ou de le regarder en replay, c'est la règle générale. Nous allons aller plus en détail avec des exemples. Alors, nous prenons le temps de regarder quelques cas particuliers. Succession de 2 contrats d'apprentissage, par exemple. J'ai le même employeur. La rémunération de l'apprenti doit être au minimum celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du précédent contrat. Je m'explique. Bon, je vais le lire et je vous donnerai les exemples plus tard. Sur la suite des successions de contrats, on a aussi pris l'exemple d'un changement d'employeur. La rémunération de l'apprenti doit être au minimum celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution de son précédent contrat également.
Et dans certaines entreprises qui ont la même convention collective, on maintient la rémunération conventionnelle, qui est bien souvent supérieure à celle du Code du travail. Et dans des entreprises avec des conventions collectives différentes, on maintient la rémunération réglementaire. Un petit détail aussi, le maintien de la rémunération n'est possible que si l'apprenti a obtenu son diplôme. Voilà. C'est peut-être pour nous une évidence, mais c'est peut-être pas le cas pour tous. Donc, il est important de le rappeler aussi. Et les pourcentages de rémunération ne sont pas à prendre en compte qu'avec le niveau d'études, mais aussi bien en fonction de l'âge et des dispositions conventionnelles, si elles sont plus favorables que celles expliquées par votre OPCO ou celles décrites sur vos propres recherches sur le Code du travail. On peut poursuivre avec les exemples. Ce sera peut-être plus simple sur la diapo d'après. Voilà. Donc, j'ai un contrat d'apprentissage. Je suis un jeune qui vient d'obtenir une licence pro en 1 an, un contrat d'apprentissage, et je poursuis mes études avec un contrat d'apprentissage de 2 ans pour préparer un master. Donc, l'entreprise qui recrute ce jeune se pose la question de quelle rémunération. En fait, il faut se poser la question en termes de cycle de formation. La licence professionnelle est un cycle en 1 an à part entière et le master, c'est un nouveau cycle. Donc, officiellement, je rentre en master 1, je devrais être payé comme une première année d'études. Sauf que, comme je sors d'un précédent contrat qui était déjà en alternance, en apprentissage plus précisément, payé comme une 2e année, je vais donc attaquer ce master première année payé comme une 2e année. Et du coup, finir ma 2e année de master en 2e année de rémunération. Donc, on a préparé d'autres exemples aussi. Sur l'exemple 2, vous avez un jeune qui a obtenu une licence professionnelle en 1 an et qui poursuit ses études sur un contrat d'apprentissage de 3 ans pour préparer un cycle d'ingénieur. Donc, la question qu'on se pose est toujours la même. Est-ce qu'il a déjà fait un contrat d'apprentissage avant? Oui, il était en licence professionnelle. Donc, la formation en école d'ingénieur, c'est un cycle en 3 ans. Ma première année d'études sera payée comme une 2e année de rémunération. La 2e année d'école d'ingénieur sera encore comme une 2e année. Et la 3e année sera payée comme une 3e année de rémunération. Pourquoi? Parce que si on réfléchit en cycle, le cycle ingénieur est un cycle qui dure 3 ans. Sur l'exemple 3, donc je suis un jeune en BTS, BTS qui a duré 25 mois. Donc un BTS, c'est une formation post-bac qui dure normalement 2 ans. Mais pour nous, le mois près est important et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je fais 25 mois en contrat d'apprentissage et je poursuis des études en contrat sur un cycle d'ingénieur qui dure aussi 3 ans. Donc, comme ça, ce BTS a duré 25 mois, j'ai dépassé les 24 mois officiels et j'ai entamé une rémunération sur ma dernière année de BTS de 3e année. Donc, j'attaque mon école d'ingénieur, qui est un nouveau cycle, en ayant, moi, l'employeur en tête que ce jeune a déjà accompli un contrat d'apprentissage avant. Et ce contrat d'apprentissage, il l'a terminé avec une rémunération 3e année. Donc, je le rémunère comme une 3e année d'études sur sa première année d'école d'ingénieur. 2e année, 3e année de rémunération. 3e année de rémunération. Alors, un dernier exemple aussi peut-être sur le contrat d'apprentissage. Un jeune qui a obtenu une licence en formation initiale et qui poursuit ses études avec un contrat. Ah non, on l'a déjà fait celui-là peut-être? Non? Non. Alors, on reprend. Donc, il poursuit ses études avec un contrat pro, pardon. Oui. Ne faites pas mon erreur. Subtilité entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation qui va durer 2 ans. Donc, je finis une licence en formation initiale à l'université, par exemple, et j'entame un contrat de professionnalisation de 2 ans pour préparer un master 2 dans une entreprise de l'ameublement. Donc, le salarié a 25 ans, alors subtilité, le salarié a 25 ans au démarrage du contrat. Donc, on précise dans mon exemple qu'il n'y a pas d'accord d'entreprise spécifique. Donc, cette première année de master, on va le rémunérer comme un jeune de 25 ans en contrat pro.
Par contre, durant la première année, on passe les 26 ans. Donc, la subtilité pendant cette première année d'études sera de le rémunérer à 100% du SMIC parce qu'il y a cette notion d'âge également à prendre en compte pendant la durée du contrat. Et enfin, la deuxième année de master, il restera à 100% du SMIC. Donc, pour la partie différence contrat pro, contrat d'apprentissage, c'est terminé, ou si j'ose dire, c'est une première ébauche. N'hésitez pas à revenir vers nous avec des questions que vous pourriez vous poser dans le chat. On essaiera d'y répondre au mieux que nous pouvons en fin de présentation, voire par la suite, vous prendrez nos adresses mail pour avoir plus de détails sur le sujet. On passe maintenant à la présentation des formulaires. Bonjour, je me présente, Jamila Abbas, gestionnaire de formation et donc référente sur la partie apprentissage à R2I PACA Corse. Je vais vous présenter les différentes sections d'un contrat d'apprentissage et d'un contrat de professionnalisation afin que vous puissiez les remplir correctement pour une bonne instruction du dossier derrière. On va commencer par le contrat d'apprentissage. Donc, le CERFA qui représente donc le document, le contrat en lui-même, hein, donc c'est un document que vous allez remplir. Il est constitué de différentes parties. La première partie, c'est la partie employeur, donc que l'entreprise va remplir. Il est nécessaire de remplir toutes les rubriques, il ne faut en oublier aucune, aussi bien l'adresse que le téléphone, qu'un courriel. Le courriel est très important parce que c'est par ce biais-là que l'agence des services de paiement va vous contacter. Donc, il faut que ça soit un courriel qui soit valide. Ensuite, vous avez la deuxième partie de cette rubrique, donc le SIRET, qui est le SIRET du lieu d'exécution du contrat que vous devez renseigner. Le type d'employeur étant, Enedis étant un employeur privé, donc là, vous allez marquer le code 12. Les effectifs, c'est l'effectif du SIREN au 31/12 de l'année N-1, donc de l'année où vous avez payé votre collecte. Si on prend l'année 2021, là, vous allez renseigner l'effectif total de l'année 2020 au 31 décembre. La convention collective que vous appliquez et bien sûr, ne pas oublier le code IDCC qui va nous permettre de déterminer la branche de l'entreprise et donc, on pourra ainsi déterminer la PEC, la prise en charge de votre contrat d'apprentissage. Votre code IDCC, c'est 5001, je vous le rappelle. La deuxième rubrique, c'est la rubrique apprenti. Donc, la nouveauté de ce CERFA, c'est que maintenant, vous devez renseigner dans cette rubrique-là, bien sûr, le nom, le prénom, et le NIR, donc qui est le numéro de sécurité sociale. Donc, il faut vraiment veiller à bien le renseigner. C'est une nouvelle obligation de la DGEFP. Et vous avez également, nouveauté, la case sportive de haut niveau à renseigner si c'est le cas de l'apprenti. Ensuite, vous avez toutes les renseignements, donc adresse, numéro de téléphone, le représentant légal si l'apprenti est mineur, la date de naissance qui est essentielle pour le calcul de la rémunération, le sexe, le département de naissance, la nationalité, et ensuite, surtout, donc vous voyez, hein, inscrit ou non à la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres, donc ça, si c'est le cas, il faut bien le cocher, oui ou non. Est-ce qu'il est handicapé, bien coché, oui ou non. La situation avant ce contrat, donc c'est pour que l'on sache, est-ce qu'il était avant en contrat d'apprentissage, en situation scolaire, ou bien en contrat de professionnalisation. Donc, vous avez sur la notice du CERFA les codes qui vous permettent de savoir quoi noter, quel code noter dans ces rubriques-là. Le dernier diplôme préparé fait référence au diplôme avant celui qu'il prépare. Souvent, on se trompe, on renseigne celui qu'il va préparer, alors qu'en fait, c'est le diplôme antérieur. La dernière classe suivie, l'intitulé exact du diplôme et bien sûr le titre le plus élevé qu'il a, même si c'est pas celui qu'il a préparé en dernier. On peut très bien préparer un BTS et s'arrêter en cours de route. Et donc, dans ce cas-là, le dernier diplôme obtenu va être, par exemple, le bac.
N'oubliez pas de cocher s'il est handicapé ou pas, puisqu'il y a des financements spéciaux pour les personnes reconnues RQTH. Ensuite, vous avez la rubrique maître d'apprentissage. N'oubliez pas de cocher la case « L'employeur atteste sur l'honneur que le maître d'apprentissage répond à l'ensemble des critères d'éligibilité à cette fonction ». C'est très important. Vous devez renseigner le nom, le prénom et la date de naissance du maître d'apprentissage. Diapo suivante. Le contrat. Donc là, nous sommes dans la rubrique où vous allez renseigner tous les éléments qu'il faut pour que nous, on puisse derrière instruire le contrat. Vous avez type de contrat ou d'avenant. Donc, ça peut être un premier contrat d'apprentissage ou bien une suite de contrats d'apprentissage. Ou bien un contrat d'apprentissage qui arrive après un qui aura été rompu ou terminé. Selon le type de contrat que vous allez renseigner là, vous serez peut-être amené à renseigner le numéro du contrat précédent, si ce n'est pas un premier contrat. Donc, cette rubrique, elle est très importante. Si nous n'avons pas ce numéro-là, nous ne pouvons pas instruire et valider le contrat. La date de conclusion, c'est la date de signature du contrat. La date de début d'exécution du contrat, donc c'est la date à laquelle le jeune va intégrer l'entreprise. Et enfin, la date de fin de contrat. Si vous avez un avenant, vous avez la date d'effet de l'avenant qui est là. La renseigner également. Vous devez renseigner le nombre d'heures hebdomadaires, donc 35 heures, 39 heures, 37 heures, ça dépend de ce que vous allez signer comme contrat. Et après, vous arrivez à la partie rubrique. La partie rubrique, donc vous avez, selon les années, première, deuxième, troisième année, première, deuxième, troisième année, voire même quatrième année dans certains cas. Donc là, vous allez renseigner la rémunération que vous allez attribuer à votre salarié. Et bien sûr, cela va dépendre du nombre d'années du contrat. Donc, vous allez indiquer la date d'exécution, d'accord? Pas la date de conclusion, mais plutôt la date d'exécution jusqu'à la date, si je prends un exemple, admettons qu'il commence le 13 septembre 2021, donc ça va être du 13 septembre 2021 jusqu'au 12 septembre 2022 pour la première année. Donc c'est un jour avant, et non pas le même jour. Et vous indiquez le pourcentage et est-ce que vous appliquez le SMIC ou le SMC. Là, n'oubliez pas d'indiquer le salaire brut à l'embauche et la caisse de retraite. Diapo suivante. La dernière rubrique concerne la formation, donc elle va être renseignée par le centre, par le CFA, qui va donc renseigner son SIRET, son numéro d'UAI. Le plus important, ça va être le diplôme visé par l'apprenti, l'intitulé exact, le code diplôme. Et la nouveauté, c'est de renseigner également le code RNCP de ce diplôme. Ensuite, ils doivent renseigner le début du cycle de formation, la date prévue de fin de formation d'examen et la durée en heures de la formation. L'organisme va viser cette partie. Et ensuite, n'oubliez pas de signer en bas du document, donc la signature de l'employeur, la signature de l'apprenti et de cocher l'employeur atteste disposer de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au dépôt du contrat. Suite à ça, le contrat, il est validé, donc vous pouvez l'envoyer à votre OPCO. Sur le contrat d'apprentissage, nous avons des points de contrôle qui sont l'éligibilité de la formation. Donc, avec le code du diplôme et le code RNCP, nous vérifions que la formation est toujours éligible sur France Compétences. Si la formation n'est pas éligible, le contrat n'est pas valide. Ouais, je ne sais pas pourquoi le document a sauté. C'est pas grave, je continue. Nous avons aussi, donc nous contrôlons les points sur la rémunération. Si la rémunération n'est pas conforme, au minimum de ce qui est demandé, soit par
le Code du travail, soit par les conventions collectives appliquées, on alerte l'entreprise pour qu'elle se mette en conformité. L'âge de l'apprenti, bien sûr, hein, de 16 à 29 ans. Donc, il existe des dérogations pour des jeunes de 15 ans, mais bon, c'est très rare. Donc, ça, on vérifie également que le jeune a bien l'âge requis. Le maître d'apprentissage, c'est le déclaratif de l'entreprise. Vous devez être en mesure de fournir les documents nécessaires si vous avez un contrôle pour l'éligibilité du maître d'apprentissage à cette fonction. Vous devez également être en mesure de fournir tous les documents nécessaires si vous avez déclaré, par exemple, que le salarié, que l'apprenti que vous prenez est en RQTH. Donc, vous devez fournir l'attestation qu'il est demandeur d'emploi. Vous devez également avoir l'attestation demandeur d'emploi. Vous devez avoir tous les documents nécessaires pour prouver que tout ce que vous avez déclaré sur le CERFA est bien vrai en cas de contrôle. On passe au CERFA du contrat de professionnalisation. Donc, pareil, hein, vous avez la rubrique employeur, donc vous devez renseigner. Là, par exemple, vous n'avez plus le code employeur comme on en avait sur le contrat d'apprentissage, mais vous avez toujours le téléphone, le courriel, la caisse de retraite complémentaire, l'organisme de prévoyance le cas échéant, le SIRET, le code de l'activité de l'entreprise, l'effectif total de l'entreprise, le code collectif et le code IDCC. Ce sont toujours des renseignements qui sont nécessaires et indispensables pour pouvoir instruire un contrat. Et je vous rappelle que l'effectif des salariés, c'est sur le SIREN et non pas le SIRET. Ensuite, vous avez la rubrique salarié. Pareil, donc on renseigne tout ce qui concerne le salarié que vous allez prendre en contrat. Vous avez également, comme pour le contrat d'apprentissage, le numéro de la sécurité sociale à renseigner, la date de naissance, déclare bénéficier de la reconnaissance travailleur handicapé oui ou non, inscrit à Pôle emploi oui ou non. Si oui, donc vous devez donner le nombre de mois pendant lesquels il a été inscrit à Pôle emploi, la situation avant le contrat, est-ce qu'il bénéficie d'un minimum social et bien sûr le titre ou le diplôme le plus élevé obtenu pour l'apprenti. Si l'alternant a plus de 26 ans et s'il est demandeur d'emploi, donc il faut vraiment avoir les documents nécessaires pour le prouver. Le tuteur, on va demander un peu plus de renseignements sur le tuteur pour le contrat de professionnalisation par rapport au contrat d'apprentissage. C'est professionnalisation, c'est pas apprentissage, ne tenez pas compte de ça. Donc, vous avez le nom, le prénom. Là, vous devez indiquer l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise, l'emploi occupé par le tuteur, sa date de naissance. Donc, toujours cocher l'employeur atteste sur l'honneur que le tuteur répond à l'ensemble des critères d'éligibilité à cette fonction. Surtout, ne pas oublier de la cocher. Si vous l'oubliez, on va vous renvoyer le CERFA en vous disant vous avez oublié de cocher les cases, veillez à ce que tout soit bien renseigné pour que l'on puisse valider le contrat. Le maître d'apprentissage, comme l'a dit Marion, il peut encadrer jusqu'à 2 apprentis et un redoublant, donc 2 alternants maximum, et avec un redoublant, une possibilité d'un redoublant. Tout comme le contrat d'apprentissage, hein, il peut pas avoir plus de 3 apprentis de toute façon. Le contrat. La rubrique contrat, vous devez indiquer CDI, CDD au travail temporaire, donc le type de contrat, l'emploi que va occuper le salarié pendant son contrat d'alternance. Ça, donc, vraiment, vous précisez la fonction que vous allez lui donner, ce qui n'est pas du tout le cas dans le contrat d'apprentissage. Là, il faut être un peu plus précis sur la nature de ces fonctions. La classification, la période d'essai, donc en général, elle est de 30 jours pour les contrats de professionnalisation. Date début d'exécution des contrats, s'il y a un avenant, la date d'avenant, la date de fin, la durée hebdomadaire et la date de conclusion, qui est donc toujours la date de signature du contrat. N'oubliez pas le salaire brut à l'embauche. Donc, comme on vous le dit, la rémunération, c'est un accord de branche et on va toujours à ce qui est le plus favorable pour le salarié. La formation,
Donc, on va indiquer l'organisme de formation qui va dispenser cette formation, donner son SIRET, son numéro d'activité, déclaration d'activité, dire s'il s'agit d'une formation interne ou non. Et ensuite, bien sûr, on va s'occuper du diplôme, donc le type de qualification visé, l'intitulé précis, la spécialité de cette formation, le diplôme au titre visé et toujours le code RNCP, nouveauté, tout comme pour le contrat d'apprentissage, également dans le contrat de professionnalisation, il faut également l'indiquer. Et ensuite, donner le nombre d'heures de cette formation, le début du cycle et la date de fin du cycle ou des épreuves prévues. Vous datez et vous signez et vous faites signer par votre apprenti. Les points de contrôle pour un contrat de professionnalisation. Donc, il faut que l'on vérifie que le public est bien un public éligible à ce genre de contrat et qu'il n'ait pas plus de 26 ans. Les dates et les durées de contrat pour calculer que le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation est bien entre 15 à 25% de la durée totale du contrat, la présence d'un tuteur et bien sûr, on vérifie la rémunération qu'il faut appliquer pour ce contrat-là en fonction de du code IDCC. Après, vous pouvez avoir des absences, des ruptures ou des avenants lors du contrat, pendant le contrat. Donc, pour les ruptures, vous avez un formulaire que l'on peut vous fournir à remplir. Et suite à ça, vous le renvoyez à l'OPCO pour que nous, on puisse instruire la rupture et la déclarer à la DGEFP. Pour les absences, seules les absences au-delà d'un mois qui ne sont pas réglées. Donc, si c'est une absence d'un jour ou deux, on va pas en tenir compte. Par contre, si ça dépasse le mois, effectivement, on va en tenir compte et refaire notre calcul de prise en charge. Pour les contrats d'apprentissage, pareil, vous avez un formulaire de rupture anticipée ou une attestation de fin de contrat. Si on a payé directement l'organisme de formation, donc il faut un certificat de réalisation plus la facture correspondant à la formation. Et on peut demander, le cas échéant, les feuilles d'émargement si on fait un contrôle. Pour les absences, on n'a pas de financement. Le financement des heures d'absence ne sont pas assurés. Donc, on refait un calcul en retirant les heures d'absence. Et si l'entreprise adhère à l'offre de service, on peut demander la prise en charge sur le versement volontaire. Et pour le contrat de professionnalisation. Pour les avenants, selon le type, donc on peut avoir, vous voyez, vous avez toute une liste d'avenants sur le contrat d'apprentissage et vous avez un type d'avenant sur le contrat de professionnalisation. Pour les avenants, il faut informer l'OPCO en lui envoyant l'avenant du contrat qui sera instruit. Donc, vous avez, pour les contrats d'apprentissage, vous pouvez avoir un avenant pour une modification de la situation juridique de l'employeur, pour un changement d'employeur dans le cadre d'un emploi saisonnier, pour une prolongation suite à un échec à l'examen, une prolongation suite à une reconnaissance en travailleur handicapé, un avenant pour cause de modification du diplôme préparé par l'apprenti, ou bien pour toute autre raison, changement de maître d'apprentissage par exemple, et un avenant pour une modification du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. Il peut également y avoir un avenant pour changement de CFA. Donc, ces avenants, il faut les envoyer directement à votre contact OPCO2I qui se chargera de faire les modifications et donc de créer les avenants au contrat initial. Je rajoute juste quelque chose. Quand vous allez remplir le CERFA, sur l'extranet, vous faites attention à la convention de formation. S'il est indiqué dessus des nombres de repas, des nuitées, la prise en charge d'un premier équipement ou bien la mobilité internationale, vous devez nous les indiquer sur le CERFA pour que l'on puisse en prendre compte. Donc, pour les repas et les nuitées, il faut nous indiquer les nombres de repas et nombre de nuitées. Le premier équipement et la mobilité, il faut cocher le oui. Et dernier point de vigilance, sur le coût pédagogique, des fois, le CFA ne note que le coût pédagogique de l'année. Donc, si vous avez un contrat de 2 ans, il faut multiplier par 2. Si vous avez un contrat de 3 ans, il faut multiplier par 3. Donc, c'est juste le dernier point de vigilance sur lequel je voulais vous alerter.
Est-ce qu'il nous reste du temps? 5 minutes. Alors, il nous reste 5 minutes pour répondre éventuellement à certaines de vos questions. Dans le chat, on vous a mis les contacts OPCO2I pour Enedis si vous avez des questions complémentaires. Donc, vous avez Madame Elisabeth Dejean, donc e.dejean@opco2i.fr, Madame Myriam Lorcerie, m.lorcerie@opco2i.fr et Monsieur Adrien Campillo, a.campillo@opco2i.fr. Vous pouvez les solliciter si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas répondu par la suite. Vous allez également avoir le replay qui va être disponible, donc vous allez pouvoir revoir et peut-être plus sereinement, et vous pouvez également le diffuser. Je vous remercie de votre attention et nous sommes à votre disposition pour des questions s'il y en a dans le chat. Où sont des contacts nationaux? Ah, ce sont des contacts nationaux, oui. Oui. Ce sont bien des contacts nationaux. Pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je remonte un peu dans le chat. Pour les alternants en licence, pouvez-vous nous confirmer que nous devons indiquer première année et pour... Ça y est, c'est bon? Non, on m'indique qu'on vous a répondu. Pouvez-vous détailler SVP, la prise en charge des premiers équipements? Quel justificatif doit-on fournir? Par exemple, quel équipement pour nos techniciens? Alors, le premier équipement à OPCO2I, nous avons une liste de diplômes éligibles. Donc, il faut que ça soit un diplôme industriel ou de métier de l'art. Nous avons une liste donc nous vérifions que le code diplôme renseigné sur le CERFA fait bien partie de la liste qui a été validée par le conseil d'administration de OPCO. S'il fait partie de cette liste, nous accordons le premier équipement. Il faudrait juste veiller, il faut que le CFA veille à ce qu'il nous envoie la facture du premier équipement, soit avec la première échéance, ou alors grand maximum avec la deuxième échéance. Donc, soit au bout de 6 mois, soit au bout de 9 mois. C'est le seul justificatif qu'on demande. Il n'y en a pas. Il y a juste la facture à fournir. À condition, je répète, qu'il soit bien éligible dans notre liste. Pouvez-vous nous adresser cette liste? Non, c'est une liste interne OPCO. Désolée. Je pourrais vous dire si votre diplôme est éligible ou pas, mais je ne peux pas vous transmettre la liste. La présentation, donc je répète, elle sera présente en replay. Vous aurez le replay qui vous sera envoyé. Combien de temps doit-on prendre en compte le dernier contrat? Exemple, un contrat en 2015 et un autre en 2020. Succession, non, succession, c'est moins d'1 an. Succession, c'est moins d'1 an entre 2 contrats. Donc, non, là... D'autres questions? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions pour votre présence et votre attention. Nous espérons toutes les trois que nous avons été assez clairs. N'hésitez pas à nous ressolliciter si vous avez des questions et nous restons à votre disposition. Je vous remercie. Au revoir.